Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour les amis, bon dimanche. Je pense que vous n'avez pas encore fait le marché, ou alors vous y êtes allé tôt ce matin, ce qui est bien aussi. Mais moi j'aime bien qu'on parte pour le marché, Sud Radio dans les oreilles, Ferniaud fait le marché pour vous accompagner. Et ce matin on va parler de produits alimentaires évidemment. Mais c'est pas toujours le cas. Et moi c'est ma passion, vous le savez, tout au long de l'année je cherche, je fouille, je source, comme on dit, pour trouver des produits que je ne connais pas, ou des spécialités méconnues pour remplir mon grand cabas du marché. Et ce matin, je vous ai trouvé deux trucs pas mal du tout, même mieux que ça. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Direction la Sologne, figurez-vous, oui, parce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps un produit que je connais pourtant depuis longtemps, mais dans une forme un peu différente, et c'est ce dont on va parler avec Benoît Brulé, qui est en ligne ce matin. Bonjour Benoît. Bonjour. Benoît Brulé, gérant de la société Les Sablés de Nançay, le grand sablé Sologno. Le sablé de Nançay, ça fait combien de temps que ça existe ? Alors le sablé de Nançay est né en 1953, donc voilà. On a fêté les 70 ans il y a quelques années et ça continue encore et encore. Il y a 2 ans, quoi, oui. Alors, figurez-vous que il n'a pas bougé d'un poil ce sablé. Enfin, on va voir que si, mais là on s'y attend pas encore. C'est toujours un sablé nature au beurre, et puis il y a son petit frère avec des pépites de chocolat, je crois. Hein. Exactement, voilà. Mais le sablé traditionnel qui existe depuis toujours, c'est le sablé nature, tout simplement. Le sablé originel, le sablé nature. Et quand vous dites nature, c'est vraiment nature, quoi. C'est vraiment le goût du beurre et point. C'est ça, très clairement. Il n'y a rien de secret à l'intérieur. C'est du beurre, du sucre, de la farine et des œufs. Voilà, autrement dit. Non, après, ce qui est secret, ce sont les ingrédients. Alors moi, j'ai une passion pour la biscuiterie française de qualité. Et le sablé de Nançay, justement parce qu'il est fait qu'avec des bons ingrédients, ça a un goût de sablé parfait. Mais la difficulté dans le sablé, c'est que c'est pas un biscuit, c'est pas une galette, c'est pas un palais. Le sablé, il faut qu'il soit un peu sablonneux. Et là, vous avez peut-être un secret dans le procès, enfin un secret, en tout cas une façon de faire, Benoît. Voilà, alors on appelle ça un secret bien évidemment, mais c'est surtout une façon de faire exactement et une quantité d'incorporation de matières premières à un instant T. Par exemple, alors je vais prendre un exemple. Moi qui suis un béotien, mais en même temps le sablé j'adore ça, donc j'en fais souvent. On voit que votre sablé, il a un tout petit peu de poudre à lever, par exemple. C'est ça, il y a un tout petit peu de poudre à lever, mais c'est vraiment quelque chose qui est complètement infime. Oui. Parce que à la base, c'était un fond de tarte, donc il y avait toujours un petit peu de poudre à lever à l'intérieur. Ouais. Mais c'est vraiment infime et c'est pas ça. On a déjà essayé sans et c'est pas vraiment ça qui fait le secret. Je suis d'accord. Je parle pas de secret, mais ça donne cette petite légèreté. Ça va créer des micro-bulles d'air entre les agglomérats de sucre beurre farineux, quoi. Exactement, c'est pour ça qu'à la base, ce fond de tarte qu'a raté mon grand-père, eh bien, le problème premier qu'il y avait, c'est que le jus des fruits sur lesquels on mettait pour faire la pâte, et ben le jus des fruits s'imbibait dans cette pâte sablée parce qu'elle était trop friable justement, trop sablée, trop aérée. Oui. Donc il a fallu tempérer. Et c'est votre grand-père du coup qui a eu cette idée d'en faire alors ce qu'on appelle un biscuit, parce que le mot biscuit vient de biscotto, qui veut dire 2 fois cuit. En l'occurrence, c'est pas un biscuit, il est cuit qu'une fois le sablé de Nançay. Ouais, voilà, il est cuit une seule fois, mais par contre, oui, à la base, c'est lui qui l'a créé, mais suite à une erreur. À la base, c'est un fond de tarte qu'il a raté. un peu comme les sœurs Tatin à la mode Beuvron, qui est pas très loin. Il y a combien ? Il y a 30 km à peine. Et ben voilà, je vous fais pas de dessin, c'est exactement ça. C'est une erreur du grand-père. Or, le sablé de Nançay, il est extrêmement connu dans la région, mais au-delà des frontières, parce que beaucoup d'épiceries fines ou des boulangeries qui veulent des spécialités dans la région Centre-Val de Loire vous en prennent, quoi, vous les proposent. Exactement. Alors notre force commerciale, c'est vraiment le bouche-oreille de nos clients. Et les gens, étant dans une région quand même relativement touristique, les gens commencent à en parler un petit peu ailleurs. Et maintenant, on travaille dans un rayon de plus de 200 km autour de Nançay et maintenant presque sur la France entière même. Et puis à Paris, à la grande épicerie de Paris, qui est un peu un bâton de maréchal pour un biscuitier.
Voilà, on va dire que c'est une récompense, c'est une vitrine, hein, c'est la vitrine nationale et voire même internationale. Donc y être, c'est une grande fierté, clairement. Alors ce sablé de Nançay, je vous le dis, hein, je vous dis tout. Moi, c'est un sablé que j'adore. J'adore les sablés et les galettes, mais celui-là a vraiment comment dire, une consistance, une texture très particulière, justement bien friable, hein, sablonneuse. Et je crois pouvoir dire qu'à l'instar des sablés diamants, hein, ce qu'on appelle les sablés diamants, vous roulez les rouleaux avant de les découper en rondelles dans du sucre. C'est ça. Alors on roule d'abord dans de l'œuf entier et ensuite dans le sucre, ce qui va créer la dorure autour du sablé et le côté vraiment sucré et gourmand. Une dorure cristallisée en quelque sorte, hein, qui est un peu sa particularité. Exactement. Et c'est celle-ci qui va lui donner ce côté doré en fin de cuisson et lui donner vraiment le côté appétissant du sablé. Alors ceux qui savent faire chez eux des sablés le savent, ça prend du temps quand même. Combien sortez-vous de sablés par jour environ ? Alors en moyenne, nous sortons 50 000 sablés par jour. Waouh ! À savoir que c'est une équipe de 7 personnes qui travaillent uniquement à la main. Il n'y a rien de mécanisé, tout est plaqué manuellement. C'est ça qui est dingue. Hein, quand vous dites plaqué, mis sur plaque, quoi. Mis sur plaque, ouais, découpé, mis sur plaque et en sachet dans la journée. Les 50 000 sont faits. Et vous avez des fours tunnels ou des fours de boulanger avec des étagères ? C'est des fours de boulanger où on rentre un chariot complet avec des rangs de briques réfractaires sur les côtés, voilà, pour une uniformité de cuisson qui est incomparable. Bon, alors je vous appelle pas pour le sablé de Nançay, mais enfin pour sa nouvelle mouture, sa nouvelle émanation. Je vous ai rencontré l'autre jour sur le salon Gourmet Sélection, et alors je vois un truc que moi j'adore, je recherche toujours une belle cuisson, que ce soit pour le pain, pour la viennoiserie, et vous avez l'idée de faire un sablé que vous appelez le petit grillé, c'est-à-dire plus cuit, très coloré. Comment c'est venu ça ? Alors c'est venu qu'à l'époque, on avait des fours qui étaient bien moins performants et quand on faisait une cuisson complète de sablé, eh bien en haut du chariot c'était à peine assez cuit et en bas c'était beaucoup trop cuit. Ah, il y avait toujours une partie qui était plus cuite. Ouais, quoi. Voilà. On avait du tri à faire et ce tri, eh ben comme n'importe qui quand il va dans une boulangerie, ben moi le premier je demande du pain bien cuit. Et les gens, les locaux, hein, les locaux du village, eh bien savaient qu'on avait quelques ratés de cuisson et ils réclamaient ces sablés là. Et petit à petit, eh bien là en évoluant un petit peu et en rachetant des fours plus performants, on ne l'avait plus. Donc les gens nous le redemandaient encore et encore. Et maintenant, on fait des cuissons complètes de 1560 sablés à chaque fois que l'on fait griller un peu plus. Voilà, c'est Monsieur Plus. Et moi, je trouve ça génial. Parce que dans une époque où tout le monde demande du pain moins cuit, de la farine blanche, etc., vous avez pris le contre-pied pour dire, au contraire, nous, on a une volonté de plaire à cette frange on va dire, des amateurs de biscuits et de sablés et de pain aussi, qui aiment la réaction de Maillard, qui aiment ce côté légèrement brûlé. Clairement, il faut, quand on a une entreprise comme la nôtre, il faut écouter les demandes de nos clients. Faut pas se rester dans un truc fixe et ne pas écouter. Et les gens nous le réclamaient, et ben on leur a fait avec grand plaisir. Et au final, on se rend compte que c'est quasiment notre deuxième meilleure vente maintenant. Donc, ça m'étonne pas. C'est quelque chose qui est exceptionnel, quoi. Et c'est aussi à la base de la base une lutte anti-gaspillage. Hein. Oui, c'est ça. Parce qu'à la limite, il vous resterait sur les bras les sablés trop cuits si vous n'en avez pas fait un atout commercial. Clairement, c'est des sablés qui auraient pu être invendus, voire jetés. Hein. Ah, mais on le voit avec les baguettes, quand elles sont trop cuites, elles sont dans un coin. Il y a des amateurs. Voilà. Donc pour votre biscuit, alors je vous rassure, hein, il est pas entièrement cramé. Hein, il est juste beaucoup plus coloré que les sablés un peu blancs, un peu clairs. Et du coup, vous les regroupez sous l'appellation petit grillé. Mais moi, j'ai une question. Vous appelez Benoît Brûlé. Pourquoi vous ne l'avez pas appelé le petit brûlé ? Parce qu'on a jugé que ça ferait peut-être un petit peu beaucoup et je pense que les moqueries auraient fusé. Mais c'est quelque chose auquel on a songé très longuement et le problème du mot brûlé, c'est que ça fait peur. Ah bah oui, parce que tout de suite ça évoque la surcuisson, le trop de cuisson et ça fait peur. Je peux comprendre. Pourtant, regardez, même les brûleries de café s'appellent maintenant des torréfactions. On n'ose plus dire une brûlerie de peur que les gens se disent bon bah c'est cuit, c'est du charbon quoi.
C'est ça, on vit tellement dans un monde où les mots font peur que maintenant faut prendre des pincettes attention, ça c'est sûr. Quand on crée des produits et quand on crée des noms, faut prendre des pincettes. Et le petit grillé, c'était le côté vraiment sympa et qui parle à tout le monde. Mais vos habitués soloniaux, ils appellent pas ça entre eux le petit brûlé en faisant référence à vous et votre descendance. Les habitués sont très taquins et je peux vous dire qu'on l'appelle très souvent le petit brûlé et ils nous regardent avec le sourire. Ah oui. Donc... Moi, ça me paraît assez naturel, surtout que j'ai pas peur du tout de ça. J'ai pas peur de me griller en disant ça, vous voyez. Allez. Bien joué, elle est belle. Benoît Brulé, le réseau de distribution, donc, il y a un site, par exemple, où on peut commander les sablés de Nançay chez vous? Oui, voilà, sur lessablesdenançay.com, c'est un site internet qui est marchand désormais et qui permet justement de rayonner sur la France entière, ce qui est bien pratique. Eh ben, écoutez, ce que j'espère, cher Benoît, c'est que après cette émission, on va vous le demander de partout et du coup, vous serez obligé de faire un onglet spécial petit grillé pour tous ceux qui veulent du sablé plus cuit. Voilà. Je suis prêt, je suis dans les starting blocks, j'attends. Et si vous passez en Sologne ou dans la région Centre-Val de Loire, il y a pas mal de points de vente. En tout cas, passez par Nançay. N'hésitez pas à aller au Sablé de Nançay, la maison qui porte le nom du produit. Vous pourrez vous servir directement et tout frais sorti du four. Bonne journée, Benoît Brulé. Allez faire vos sablés. Bonne journée à vous. Hein? Merci encore. Je passe bientôt commande. Allez, bonne journée. On se retrouve dans une seconde pour un produit totalement différent, mais qui m'a saisi aussi. Les Halles Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Les petits amis, on continue de remplir notre grand panier de beaux produits. Ce matin, nous étions en Centre-Val de Loire avec les Sablés de Nançay, en Sologne, figurez-vous. Et on va aller beaucoup plus loin. On va même sortir des frontières vers le sud-est. On va passer du côté de la Botte parce que ils en ont des bonnes choses aussi là-bas. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Je suis avec Mathieu Joselson en ligne. Bonjour Mathieu. Buongiorno. Buongiorno. Ça y est, on a compris. On a passé les Alpes. On est en Transalpini, figurez-vous, ce matin. On est en Italie et dans le nord de l'Italie en particulier, parce que Mathieu et moi, on s'est rencontrés il y a pas longtemps. On se connaît depuis un moment, Mathieu, parce que il est distributeur de produits italiens en France. On peut dire, ça schématise bien, grosso modo. Ouais, tout à fait. On aime bien sélectionneur parce qu'il y a vraiment l'idée qu'on va chercher les choses avec exigence. Alors, sa société s'appelle Ciao Gusto, salut le goût, et effectivement vous sélectionnez et vous commercialisez plutôt à l'endroit des professionnels, que ce soit des professionnels de la restauration ou des détaillants. Exactement, on travaille avec les restaurateurs et plutôt les épiceries fines partout en France. Alors Mathieu, il est très exigeant et ça ne m'étonne pas d'avoir trouvé chez lui, sur son stand au Salon Gourmet Sélection, un produit duquel je me méfie en général. Je peux le dire carrément parce que c'est très rare d'en trouver de la bonne qualité, c'est la mortadelle. Et pourtant, Mathieu, la mortadelle est devenue un produit que l'on trouve partout et notamment dans la grande distribution, déjà tranché, en barquette operculée, etc. La mortadelle, elle est partout en France. Mais oui, en effet, et tu as raison d'être méfiant parce que c'est le produit le plus facile en fait pour tricher. Pourquoi? Parce que c'est un produit cuit et haché très fin, donc en fait on peut mettre un peu ce qu'on veut, on peut mettre des colorants, des arômes, souvent pas naturels. Bref, donc en fait ça peut être terrible et ça permet de faire des produits pas chers qu'on trouve partout. Par contre, de trouver des produits vertueux faits qu'avec de la viande italienne, avec les bons morceaux, c'est plus difficile. C'est pour ça que quand on en trouve, on s'arrête dessus et on met ça dans son panier. Alors justement, c'est l'objet de mon appel ce matin, Mathieu, parce que comme vous le disiez, la mortadelle, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas une mortadelle entière, parce qu'on le voit souvent en tranches, un peu comme du jambon très fin, c'est comme une énorme saucisse. Avec dedans une farce très fine, un peu de la pâte à glace, comme on trouverait dans les saucisses viennoises ou les knacks strasbourgeois, mais en énorme.
Exactement, et puis avec différents morceaux du cochon, des morceaux un peu plus gras, des morceaux un peu plus fins, et justement c'est ce mix-là de matières premières de qualité qui fait une bonne mortadelle. De qualité ou pas, hein, parce que parfois, la plupart du temps, c'est un peu tout ce qui reste qu'on met à l'intérieur, haché tellement fin qu'on ne sait pas trop bien ce que c'est, quoi. Exactement, exactement. Et c'est pour ça que les gens souvent connaissent peu, parce qu'il y a peu de gens qui font la mortadelle de manière traditionnelle, artisanale, avec les bons ingrédients. Alors, j'avais eu la chance, il y a 3 ans, d'aller au salon Taste à Florence, qui est un salon d'artisans, effectivement, de toute la botte, hein, qui apportent leur spécialité. J'avais découvert des mortadelles fantastiques. Mais en France, pas encore. Et là, patatras, sur votre stand, cette mortadelle de la maison Palmieri. Alors, racontez-moi, d'abord, où se trouve Palmieri? J'imagine, c'est l'Émilie-Romagne, hein, le royaume de la charcuterie italienne. Exactement, hein, parce que là on est vraiment dans la tradition, et la tradition de la mortadelle c'est à Bologne. Donc il se trouve à Bologne, c'est une famille, c'est aussi une garantie de tradition, c'est que c'est toujours la famille Palmieri qui s'occupe de l'entreprise, et comme je vous disais avant, celle qu'on a présentée et que vous avez pu goûter, qui est vraiment la super mortadelle, que de la matière première italienne et surtout de la couenne de porc naturelle, c'est-à-dire voilà, on reprend la couenne de porc, et le boyau, c'est pas un boyau comme on peut avoir synthétique, sur les saucisses. Exactement. C'est vraiment la couenne du porc qu'on utilise et qui permet de garder vraiment un goût, une finesse. Non mais c'est dingue. Excellent. C'est incroyable. Alors, soyons clairs, la mortadelle bas de gamme, la plupart des mortadelles italiennes industrielles sont faites effectivement dans du boyau synthétique, comme les mauvaises saucisses industrielles, quoi. Tout à fait. Et puis il y a 2 autres choses qui distinguent, on va dire, l'artisanat du produit plus industriel. Ça va être aussi la cuisson. Donc Bien là, sûr. on est sur une cuisson lente où il faut laisser sointer doucement. Et puis c'est aussi la qualité des ingrédients qu'on met à l'intérieur. Souvent ils mettent beaucoup de gras. Alors après ils compensent en mettant des arômes, etc. Nous, rien de tout ça, hein. C'est que du cochon et rien d'autre. Et c'est bien. Et quelques épices, sel, poivre. Mais voilà, c'est la recette. Le secret de fabrication, c'est normal. Exactement. Alors, exactement. la mortadelle, quand c'est comme ça, c'est divin, hein. C'est vraiment un produit exceptionnel. Moi, j'ai été frappé d'abord parce que les couanes qui font en fait l'enveloppe dans laquelle on va embosser, c'est-à-dire mettre la farce, avant d'être ficelé pour lui donner sa forme un peu comme un colatello et immense, c'est cousu à la main. Il y a des couturières comme un atelier de haute couture. Alors ça c'est unique, hein, c'est les seuls en Italie à faire ça. Et il y a effectivement des personnes des qui sont avec des couturières, machines à coudre, des couturières. Il y a des couturières, qui sont là et qui en fait lient les différentes parties de couenne pour faire le boyau à la machine à coudre, et qui finissent à la main. Donc mais là encore c'est une démonstration de l'artisanat, et puis c'est une bonne image de l'Italie dont la couture est quand même un élément important de sa culture et de son savoir-faire. Et puis après, pour marquer les mortadelles, une fois qu'elles sont cuites, eh bien, on va faire comme pour les jambons de Parme de qualité, on va marquer au feu, c'est-à-dire au fer rouge, parce que ça évite de mettre de l'encre ou un produit externe sur le produit. On va le tatouer au feu, quoi, le marquer comme une couenne. Exactement, et l'idée c'est aussi de dire on fait un travail de qualité, et il faut, une fois que c'est fait, il faut aussi le valoriser. Donc effectivement la manière c'est de ce timbre, comme on dit en italien, c'est une manière aussi de garantir que quand vous achetez une mortadelle Palmieri, la Favola, puisque c'est celle-ci dont on parle, eh bien vous avez un produit unique, et on essaie de le faire savoir. Alors merci, grâce à vous on le fait un peu plus savoir, et après sur nos réseaux sociaux aussi on peut voir des vidéos de production justement de comment tout ce que vous illustrez là, on peut le voir en images. Sur votre site, à vous ? Alors sur notre page Instagram, vous retrouverez justement un peu ces différentes étapes, comme vous l'indiquez. Ciao Gusto. La page Instagram Ciao Gusto, vous retrouvez en fait on plonge dans les coulisses de la production de cette mortadelle. Donc pour les gens à qui ça a fait peut-être un peu saliver ce matin, ils pourront continuer le voyage sur notre page. Je pourrais m'installer là-bas, dans la région de Bologne, rien que pour ça. D'ailleurs, il y a une autre spécialité que vous m'avez fait goûter, qui est une coppa d'une autre entreprise de Piacenza. C'est pas très loin, hein, tout ça se tient dans un mouchoir de poche. Comment s'appelle cette société déjà ?
Donc c'est Grossetti. Grossetti. Pareil, c'est une famille 4e génération. Ouais. Tout ça, c'est des charcutiers traiteurs qui ont démarré avec souvent des boutiques et puis qui grossissent au cours du temps, au cours des dizaines d'années d'existence, jusqu'à être des institutions dans leur ville. C'est exactement ça. En fait, c'est qu'ils se retrouvent à faire un produit tellement qualitatif que en fait, c'est recherché au-delà de leur magasin ou de leur distribution locale. Ouais. Et ce qu'on ne sait pas, et ce que moi-même j'ai découvert tard, hein, c'est qu'en fait, Piacenza, c'est la ville d'Italie qui a le plus d'appellations protégées d'AOP dans la charcuterie. Et c'est même le plus d'Europe. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune ville qui a 3 AOP dans la même ville. Dans Incroyable. la même ville, vous l'avez sur la coppa, vous l'avez sur la pancetta et vous l'avez sur le salame et le saucisson. D'ailleurs, la pancetta voilà. était formidable aussi, pas trop grasse, extrêmement bien, pas trop sèche non plus. Je dirais même que c'est une belle alternative, cette pancetta, qui est en fait qu'on pourrait appeler ventrèche chez nous, c'est-à-dire de la poitrine séchée, mais pas trop. C'est une bonne alternative à manger du jambon si on n'est pas gêné par le gras du cochon. Oui, tout à fait. Et en plus, juste pour expliquer par rapport à l'affinage, qui est quand même le grand savoir-faire de cette maison, et aussi une petite subtilité, parce qu'on connaît beaucoup la coppa de Parme. Moi, je reviens une seconde à la coppa. Oui. La coppa de Piacenza, elle est affinée 6 mois, contrairement à la coppa de Parme, qui est affinée en moyenne 3-4 mois. Oui, c'est donc ça. on a un produit qui est un peu plus affirmé en termes de goût, un petit peu plus animal. Et alors après, ça plaît ou pas, moi ça me plaît beaucoup. Donc c'est intéressant que dans la charcuterie italienne, dans la même région, on peut avoir des choses très différentes, et alors qu'on ne le soupçonnerait pas. Oui, parce que cette coppa, effectivement, je l'ai goûtée, elle est puissante. Voilà, ça, c'est vraiment un goût qui pourrait rappeler des saucissons qui sont restés en cave longtemps et qui ont pris ce goût typique des salaisons quand elles ont l'âge un peu, l'âge requis. Là, 6 mois, c'est pas non plus violent, mais elle a un goût formidable. Écoutez, Mathieu, je sais que ceux qui nous écoutent se disent bon, c'est bien gentil, Ferniaud, mais comment est-ce qu'on peut nous-mêmes acheter ou commander ce genre de produit? Sur votre site, on peut se commander des charcuteries chez vous? Alors, nous, nos spécialités, effectivement, se travaille avec des professionnels. On a un site internet où on n'a pas, malheureusement, pour le moment, de produits frais. Ouais. En revanche, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis à disposition une liste de nos revendeurs partout en France qui proposent ces produits. Ouais. Donc, en consultant soit notre site web, mais surtout notre page Instagram, on a mis la liste disponible pour que vos auditeurs puissent justement poursuivre l'expérience. Et puis, quand même, parce que ça fait saliver, effectivement, de vous écouter, et les gens pourront en savoir un peu plus. Non, c'est de vous écouter. Vous je sais pas. En tout cas, ça me donne faim. Alors, c'est quoi? C'est ciaogusto.fr ou .com ou... Alors, c'est ciao-du-6 gusto.com. GUSTO. Et après, la page GUSTO. Et la page Instagram, il suffit de taper Ciao Gusto, vous nous trouverez facilement. Eh ben voilà, si on tape Ciao Gusto sur Google, je suis sûr aussi que ça y va. Et là, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Je vous souhaite de vous commander de la belle mortadelle, de la belle coppa, de la belle pancetta, la ventrèche façon Piacenza. Merci beaucoup, Mathieu Joselson. Merci, vous m'avez bien ouvert l'appétit. Un peu de pancetta sous les œufs au plat là, avant de partir faire le marché. Moi, je ne dis que ça. Allez, à très bientôt. On va changer complètement de région. On va s'occuper, d'un plat mythique occitan. Vous voyez à peu près de quoi je veux parler? Allez, dans 2 minutes, on se retrouve. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Mes petits amis, on va plonger dans la cuisine, la vraie. Alors pour beaucoup, ce dont je vais vous parler est juste un plat régional. Mais pour certains, c'est une religion. Oui, je veux parler du cassoulet. Le cassoulet occitan. Eh bien, ça tombe bien, figurez-vous que j'ai avec moi le pape du cassoulet. Oui, parce que s'il y a une religion, il y a un pape. Et le pape du cassoulet vient d'écrire un livre. On va l'écouter religieusement parler de son plat. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Bonjour Jean-Claude Rodriguez. Oui, bonjour. Jean-Claude Rodriguez, pour ceux qui ne vous connaissent pas, surnommé le pape du cassoulet, avec son établissement célèbre pendant combien de temps, vous allez me le dire, à Villalbe, le logis de Trincavel. À Carcassonne et ensuite au hameau de Montredon, le logis de Trincavel, effectivement, qui a été une institution pendant de longues années.
Et ensuite, combien de nous avons temps déménagé. Combien de temps vous avez tenu En tant que restaurateur, mon épouse et moi, plus de 40 ans. Plus de 40 ans, voilà, quand même, ça calme, hein, ça pose. Oui. Ça pose son homme et sa femme. Alors, je disais, on vous surnomme le pape du cassoulet. Il est vrai que Carcassonne est une des trois villes du triumvirat du cassoulet, avec Toulouse et Castelnaudary, on est d'accord? Tout à fait. Selon les écrits de Prosper Montagnier, Castelnaudary le père, Carcassonne le fils et Toulouse le Saint-Esprit. Eh ben voilà, comme ça règle un peu le compte à ceux qui n'y voudraient qu'une origine, alors qu'on sait que c'est bien séparé entre les trois. De toute façon, c'est bien la même région. Entre l'Aude et on va dire le Lauragais jusqu'à Toulouse, on est en région occitane de cassoulet. Alors ce cassoulet, Jean-Claude Rodriguez, vous lui avez consacré un opus, Cassoulet, recettes et récits, avec l'aimable concours de Gérard Bertrand, le grand vigneron occitan, qui a signé la préface, mais surtout qui a été un soutien actif pour ce livre. Ben, disons que la vie a voulu que nous fassions une rencontre, et que lors de cette rencontre est née l'idée que pouvaient ressurgir des oubliettes, des écrits que j'avais faits lorsque je travaillais, et à la recherche, en quelque sorte, de l'authenticité, de l'origine, des terroirs, des haricots et de tous les produits, et même des poteries qui la fameuse cassole. La fameuse cassole, oui. Du sel, hein, enfin, en tout cas l'origine. Ah oui, le village originel, c'est Issel, au nord de Castelnaudary. Oui, c'est ça. Et pourquoi? Parce que, il faut le dire, alors, lançons-nous dans votre ouvrage. Vous expliquez que la cassole, elle est importante parce que la terre qui est utilisée pour ce plat, qui est un peu un tagine renversé, hein, si on ne connaît pas la forme de la cassole, elle est particulière, elle conduit la chaleur merveilleusement. Elle conduit la chaleur et elle est naturellement réfractaire. Ah, voilà. Hein? Ça, c'est très important. Elle résiste à la chaleur. Elle conduit, mais elle résiste à la chaleur dans les fours et à l'époque dans les braises attenantes au foyer de chaque maison. Vous êtes un traditionnaliste. Pour vous, il n'y a de bon cassoulet qu'en cassole? Et pour moi, il n'y a de bons cassoulets, il n'y a de vrais cassoulets qu'en cassole, parce que c'est vraiment la cassole qui a donné son nom. Oui, mais alors du coup, la cassole, c'est un peu l'auxiliaire aussi d'un four peut-être pas à bois, mais comme un four à pain, c'est-à-dire des cuissons longues dans une enceinte réfractaire. Tout à fait. Et dans toute ma carrière, j'ai préservé le four avec une sole, comment dirais-je, pour bien irradier la chaleur dans les cassoles. Bon, alors, le cassoulet, ce n'est pas que la cassole, c'est d'avant tout les produits, et à commencer par le haricot. Alors, ce haricot, vous prenez lequel? Je dirais qu'un de vos confrères bien connus dans la région, Claude Taffarello, qui, à l'auberge du Bois Public, a longtemps pratiqué. Et évidemment, comme il est au cœur du Lauragais, il va dire c'est le lingot du Lauragais. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, je suis d'accord sur le fait que la région Lauragais, c'est un intitulé, mais je suis encore plus d'accord avec les écrits qui disent que c'est la plaine de l'Ariège qui donne le meilleur haricot. Très bien. La plaine de l'Ariège, c'est aussi le Lauragais, mais c'est à l'origine. C'est un peu plus bas. C'est vers le Comminges alors? C'est sous le Comminges? Pas tout à fait. Non. C'est pas encore le Comminges, c'est la fin d'une micro-région qui s'appelle la Piège. Dont je prétends, et vous pourrez le constater dans les écrits, que c'est le cœur du cassoulet. Pourquoi? Parce que si on reprend l'histoire, les paysans allaient au bourg. Le bourg, c'est au nord de la Piège, c'est Castelnaudary. Ah, voilà. Et on amenait les produits
du fin fond de la Piège jusqu'au bourg, et par le biais du troc. Parce qu'à l'époque, oui, parce que c'était le marché une fois par semaine, comme toujours, quoi, voilà, grosso modo. Comme toujours, oui, mais il y avait le marché une fois par semaine. Si mes souvenirs sont bons, c'était déjà le lundi. Oui. Puisque, étant gosse, j'allais garder les vaches dans la Piège, au sud de Castelnaudary, et je suis allé moi-même avec la charrette et les vaches et mon oncle au marché de Castelnaudary, et c'était durant les années 55-60. Donc on descendait les sacs de haricots secs, hein, évidemment, et on troquait, et notamment contre du confit de canard ou de la charcuterie. Oui. Mais la charcuterie, les pommes de terre qui venaient très bien aussi dans la vallée de la Vic-Siège et ainsi de suite. Et de temps en temps, on amenait le veau, on amenait un cochon, on amenait des volailles. Est-ce que, Jean-Claude, avant que les chefs s'emparent de la recette, c'était donc une recette paysanne, le cassoulet, on le comprend bien. Oui. Est-ce que ça se cuisait comme beaucoup de ces plats mijotés longuement dans le four du boulanger sur la descente de la chaleur après la cuisson du pain, dans le four banal? Alors, effectivement, j'ai eu le plaisir de discuter avec Monique Cazenave, dont le grand-père était boulanger à Peyrat-sur-l'Hers. Et j'ai eu le plaisir aussi de manger du cassoulet cuit dans le four du boulanger, de Peyrat-sur-l'Ers, le four du boulanger du village. Et effectivement, mais c'était plutôt dans le village qu'on amenait des cassoles, alors que dans les maisons, sous la plaque de feu, il y avait un caisson, et le cassoulet mijoté dans le caisson sous la plaque. Sous la cheminée, souvent, hein, oui, c'est ça, dans une petite niche, en quelque sorte. Tout à fait. Parce que... et il y a... Oui. Non, parce que j'allais dire, il a besoin de cette chaleur douce et longue, le cassoulet, pour être vraiment parfait. Oui. Oui, tout à fait. Bon alors, une question, on va le voir dans le quart d'heure qui suit, parce qu'on va vous donner la recette du cassoulet, hein, vous qui nous écoutez. Restez avec nous, parce que vous avez peut-être jamais osé vous jeter dans le cassoulet, alors que c'est absolument divin. Alors j'ai deux questions aux spécialistes, le pape du cassoulet, Jean-Claude Rodriguez, qui est avec nous. D'abord, des couennes de cochon, c'est très important au fond de la cassole. C'est très important, oui. Pourquoi? Ça va donner le gélatineux, le fond de sauce, en quelque sorte. C'est exactement. Le liant et le gélatineux, c'est absolument indispensable. Et dans l'exercice de ma profession, il me plaisait de mettre dans le bouillon de préparation, de mettre les oreilles qui sont particulièrement gélatineuses. Ah oui, il n'y a pas que du craquant, il y a de la gélatine, hein, dans les oreilles. Oui. Alors ça, c'est important, parce que c'est ce qui va lier ce bouillon, hein, et qui va faire la sauce avec aussi un peu la fécule des haricots, hein, qui relâche, en quelque sorte. Hein. C'est l'osmose entre tous les produits. Bon, alors ça c'est important. Ensuite, évidemment, et là on va dire, selon qu'on soit de Toulouse, de Carcassonne comme vous, ou de Castelnaudary, les ingrédients carnés vont changer un tout petit peu. Par exemple, on met du saucisson à l'ail à Toulouse. À Toulouse, est-ce que c'est du saucisson à l'ail? Est-ce que c'est de la saucisse ou de la saucisse de Toulouse? Oui. Oui. Si vous voulez, l'histoire retient que la spécialité, le cassoulet spécial de Carcassonne était fait à cette époque-là, mais très lointaine. On ajoutait des perdrix. De la chasse. Dans le cassoulet. La chasse, un brève de chasse, tout à fait. Et Prosper Montagnier ajoute un gigot de mouton raccourci, d'autres. Mais chacun amène son morceau, sa personnalité. On choisit. À l'époque, on faisait pas le marché comme aujourd'hui. Hein, à la ferme, on avait ce qu'on avait. Donc on mettait dedans les meilleurs jours. Tout à fait. Et en général, le confit de canard, il est concomitant à tous les cassoulets. Hein. C'est quand même la base du cochon et du canard, on va dire globalement. Exactement. Et l'important, c'est la matière grasse pour faire revenir les viandes et ainsi de suite. C'est toujours la graisse de canard. Et dans l'histoire, le gras était conservé dans un récipient en terre que l'on appelait le graissier. Ah, j'aime bien le graissier. En occitan, un pot de graisse.
Oui, l'ougraïchier. L'ougraïchier. Ouais, c'est joli, c'est élégant. Écoutez Jean-Claude, je vous remercie pour tous ceux qui s'intéressent à ce sujet de près, et j'en connais. Je vous invite à vous rapprocher de l'ouvrage Le Cassoulet, recettes et récits de Jean-Claude Rodriguez, qui vient de sortir aux éditions Origine Nature, et même dedans vous aurez les conseils pour l'allier avec le vin, parce que là aussi c'est un sujet. Qu'est-ce qu'on boit avec? Il y a tout ce qu'il faut en Occitanie, croyez-moi. Merci Jean-Claude. Restez avec nous à l'écoute si vous voulez, parce que dans 2 minutes, on va avoir la recette du cassoulet. Ah oui, vous pouvez sortir votre carnet, parce que là, tous les trucs, on va les donner. Allez, à tout de suite. Les Halles Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Je suis sûr qu'il y en a qui sont restés accrochés à leurs écouteurs, à leur poste de radio, à YouTube, en se disant « Il me la faut cette recette du cassoulet, la vraie recette du cassoulet ». Alors j'ai appelé évidemment un spécialiste du cassoulet, quelqu'un qui vit dans le cassoulet, il vit dans la cassole. Il ne fait même que ça de sa vie, on l'appelle tout de suite. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Bonjour Geoffroy Pédusseau. Bonjour. Geoffroy, j'avais promis aux auditeurs d'avoir la vraie recette du cassoulet de Castelnaudary. Alors les Toulousains et les Carcassonnais, ils vont peut-être me faire la tête un petit peu, mais en tout cas, il paraîtrait que c'est la plus originelle, celle de Castelnaudary. Oui, il n'y a qu'un seul cassoulet, c'est celui de Castelnaudary. Ouais, vous dites ça parce que vous travaillez à Castelnaudary. Tout à fait. Vous êtes chaurien, vous? Pas de naissance, mais je suis pas loin. D'adoption, C'est tombé ça. dans la cassole. Alors, Jean-Claude Rodriguez, à l'instant, lui qui est plutôt de Carcassonne, nous donnait les recettes du cassoulet, mais je me suis tourné vers vous parce que vous travaillez aux cuisines de la Maison Escudier. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la Maison Escudier, c'est une maison ancestrale de Castelnaudary. Combien ça fait de temps que Escudier apporte son service aux Chauriens? Alors, la maison Escudier, elle a été créée en 1908 et nous avons développé le cassoulet depuis 1968. Eh ben ça commence à faire du temps alors. Hein, et le cassoulet, c'est le principal de votre activité, on est bien d'accord? C'est bien ça. Bon, c'est notre activité principale. Il y a un truc qui est génial chez Escudier, c'est qu'ils font pas de la boîte. Ils font pas des cassoulets en conserve. Ils font du cassoulet frais sous vide. Au rayon frais, alors qui est revendu soit au restaurateur qui le réchauffe, simplement parce qu'il est vraiment fait de façon traditionnelle, ou peut-être dans certains organes de distribution où on peut le trouver au rayon frais. C'est ça, on travaille avec des restaurateurs à la boutique, et après vous pouvez le retrouver chez des revendeurs qu'on a un peu partout. Et bien sûr, vous pouvez le commander directement pour vous faire livrer chez vous. Et voilà, le vrai cassoulet. Alors c'est pour ça que je vous ai appelé Geoffroy. Vous êtes jeune, vous avez à peine plus de 30 ans, mais ça fait déjà un bout de temps que vous bossez chez Escudier pour faire le cassoulet. Un peu plus de 7 ans, oui, que je suis à la Maison Escudier. Et quand vous êtes entré, il y avait sûrement un ancien qui lui avait fait plus longtemps encore, qui vous a transmis toutes les ficelles. C'est ça, c'est celui qui a créé le cassoulet à la Maison Escudier. Il a fait 43 ans de boîte et c'est lui qui m'a transmis la recette. Bon, c'est pour ça que c'est formidable. Alors, on va y aller. On se rappelle de ce que vous a dit notre ami Jean-Claude Rodriguez. D'abord, le cassoulet, c'est d'abord les haricots. On est d'accord? Exactement. Vous êtes locavore, vous, hein, chez Escudier. Vous prenez du haricot local. Bien sûr, le haricot du Lauragais. Ah ben voilà, le Lauragais, qui est la grande région qui s'étend effectivement entre Carcassonne et Toulouse, globalement, hein, voilà. On peut dire ça. En remontant un petit peu. Alors, c'est intéressant parce que on peut dire que le haricot, évidemment, on prend du haricot sec. Seulement, plus il est vieux. Et moi, ça m'est arrivé d'utiliser des haricots de 2 ans. On a l'impression qu'ils vont jamais se regorger d'eau à nouveau. Donc, plus le haricot a attendu, plus il faut le faire tremper longtemps et le cuire longtemps. C'est ça. Le haricot, plus il est vieux, plus il faut le faire cuire. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir des haricots les plus frais possibles.
d'une récolte la plus fraîche possible, comme ça le temps de cuisson est beaucoup plus court. Oui, parce qu'il se gorge d'eau beaucoup plus facilement. Et en plus, vous dites si je dis des bêtises, hein, parce que c'est vous le spécialiste, mais on s'aperçoit que le haricot, le lingot, ce lingot du lauragais, mais comme les autres, s'il a trop attendu, s'il est trop sec, s'il a trop attendu dans son sac, la peau a tendance à se détacher quand on le fait tremper. C'est ça, il y a ce phénomène, plus le haricot est vieux, plus la peau peut se détacher. Après, il y a aussi, en fonction de la pluie, de la récolte, tous les haricots sont différents. C'est ça qui n'est pas évident. Oui, mais vous avez l'œil. Alors, donc, quand vous recevez haricots, vous les faites tremper, vous, dans l'eau? Toujours, 24 heures à l'avance, on les fait tremper pour toujours la veille pour le lendemain. Et vous faites combien, excusez-moi, mais vous passez combien de haricots, de kilos de haricots par jour? Et on passe 200 kilos de haricots par jour. Ah ouais, donc ça fait un grand bac, hein. Ça fait une belle piscine. C'est ça. Une belle piscine de haricots. On a plusieurs marmites, mais ça fait pas mal d'haricots, oui. Dans votre cassoulet, qu'est-ce qu'on y met? D'abord, qu'est-ce qu'on y met comme garniture aromatique? Après, on va parler des viandes. Qu'est-ce qu'on y met comme légumes? Alors déjà, nous, dans le cassoulet en lui-même, il n'y a pas de légumes. Les légumes, ils se retrouveront dans le bouillon qu'on prépare toujours la veille pour le lendemain. On le fait cuire un peu plus de 8 heures. C'est un bouillon à base de légumes, de volaille, et je ne peux pas en dire beaucoup plus. Non, bien sûr. Il y a chacun ses secrets d'épices, bien sûr. Exactement. Oui. Exactement. Mais en tout cas, oignons, thym, oignons, bouquet garni, carottes, tout ça, c'est un bouillon de base, quoi. Un bouillon de volaille avec la garniture aromatique et un bouillon de légumes en plus. Hein, on va dire. C'est ça. Et après, on y rajoute juste tous les jus de cuisson qu'on fait auparavant. La cuisson de la saucisse, la cuisson des épaules de porc. Tous ces jus de cuisson qu'on récupère et qu'on garde pour mettre dans le cassoulet. Donc, saucisse de Toulouse. Hein, on va pas être chauvin au point de prendre de la saucisse de Castelnaudary. Hein, il y en a de la bonne à Toulouse. Épaules de porc, comme vous disiez, en morceaux, j'imagine. Hein, C'est ça, c'est des morceaux d'épaules de porc qu'on coupe nous-mêmes et qu'on fait confire nous-mêmes. Confit, mais d'abord rissolé, c'est-à-dire on les marque, on les colore? Non, on les fait confire directement. D'accord. Oui. Ouais. Et évidemment du confit de canard. Tout à fait. Hein, c'est même un peu la base du cassoulet, le confit de canard. C'est ça, tout à fait. Bon, donc les cuisses, hein, évidemment, hein, j'imagine. C'est ça. Alors, donc, quand vous mettez vos haricots, vous les faites cuire dans l'eau ou vous les blanchissez ou vous les mettez directement au bouillon? Alors, on les fait blanchir et après on les met directement avec le bouillon. On les fait cuire pour que le haricot puisse s'imprégner du bouillon. Et qu'en même temps, il rende un petit peu de son amidon dans le jus. C'est ça. Et ça nous permet d'avoir un jus quand même légèrement épais. Alors, Jean-Claude Rodriguez, il nous disait il n'est de bon cassoulet que dans des cassoles, c'est-à-dire ce récipient conique, enfin tronc conique renversé, hein, en terre, en terre d'Issel à l'origine, mais en tout cas en terre cuite vernissée. Vous, c'est comme ça que vous le faites aussi? Tout à fait. Ah oui, c'est obligatoire. C'est-à-dire, enfin, vous imaginez bien que tout le monde ne peut pas avoir ça chez soi, on peut quand même faire un bon cassoulet en cocotte, rassurez-moi. Oui, tout à fait, mais après le nom du cassoulet, ça vient de la cassole. Il a été fait, c'est comme de là qu'il tient son nom. Oui, mais après, bien sûr, on peut faire un cassoulet à la maison dans un autre plat. Oui, notamment une cocotte en fonte, hein, si on termine au four dans la cocotte en fonte. Tout à fait. Donc, quand on démarre, on va faire confire nos viandes. Hein, on y met les haricots tout de suite qui ont déjà cuit en quelque sorte. C'est ça. Il faut que tout soit cuit. Et à la fin, c'est juste un assemblage. D'accord. On fait cuire tout séparément et on assemble une fois que tout est cuit dans notre casserole ou dans notre récipient. D'accord. On vient y rajouter notre jus. Oui. Et après, on le fait gratiner tout doucement au four. Combien de temps? Environ entre demi-heure et 1 heure, ça dépend de la taille de la casserole. D'accord, mais tout ça en considérant que les gens vont le recuire chez eux. C'est ça, un cassoulet, plus ça cuit, plus c'est réchauffé, meilleur c'est. Et il faut que ça gratine dessus, hein. Il y en a même qui mettent de la chapelure, j'ai appris. Oui, mais normalement, on ne met pas de chapelure sur un cassoulet. Voilà. C'est-à-dire qu'on laisse la croûte se former avec le gras et le farineux des haricots, en quelque sorte. C'est ça, le haricot se dessèche et ça crée une belle croûte naturelle. Et voilà, ça remonte et c'est merveilleux. Une croûte de haricot, moi, ça me donne envie de pleurer. Rien que d'y penser ce matin. Et voilà, et après, c'est l'attendre et il paraît que c'est encore meilleur le lendemain. C'est ce qu'on dit, en tout cas, dans les familles occitanes. Exactement. On dit toujours qu'il est meilleur le lendemain. Bon, en tout cas, je rappelle que vous avez un site de commande
Enfin, on peut aller sur le site de la Maison Escudier et commander en chronofresh le cassoulet partout dans le monde. Dans le monde, non, mais partout en France, oui. D'accord. Partout en France, depuis notre site, vous pouvez être livré chez vous sans aucun problème. Merci beaucoup, Geoffroy Pédusseau, le cuisinier de la Maison Escudier, qui nous a donné à peu près ses secrets. On n'a pas les épices, mais c'est pas grave, hein, chacun se débrouillera, et puis il suffit d'aller chercher un petit peu dans le livre de Jean-Claude Rodriguez. Entre les deux, on y arrivera. Merci beaucoup. Voilà, mes amis, ça augure de beaux cassoulets dans vos foyers, où que vous soyez. On a le droit de faire du cassoulet en Bretagne ou en Alsace, hein. C'est pas interdit, on n'a pas besoin d'habiter obligatoirement l'Occitanie. On se retrouve bientôt avec les infos de 11h, et puis après vous retrouverez comme tous les dimanches les meilleurs moments des Chevaliers du Fiel, qui doivent être des sacrés mangeurs de cassoulet, ces deux-là, on l'imagine bien. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, peut-être avec des mets plus légers, je sais pas, ça dépend s'il fait froid. Allez, bonne journée sur Sud Radio. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous a présenté Sud Radio, Ferniaud fait le marché.